T'écoutes Francophone Down Under, mon podcast pour les familles francophones en Australie, mais pas que, qui souhaitent encourager leurs enfants à parler le français, même en vivant au bout du monde. Aujourd'hui, 8e épisode de 2024, et nous retrouvons la deuxième partie de l'interview de Laure, qui nous parle de l'association Melbourne Accueil. Dans l'épisode précédent, nous avons fait la connaissance de Laure qui nous a raconté son parcours d'expatriation en famille, du moment de son arrivée à Melbourne au plus fort des confinements, jusqu'à aujourd'hui où elle se prépare à rentrer en France et à vivre d'une certaine manière une expatriation inversée. Dans la première partie de l'interview, Laure nous a beaucoup parlé d'éducation bilingue et notamment des choix auxquels elle a été confrontée pour l'éducation de ses 3 enfants. Mais aujourd'hui, Laure nous parle de l'association Melbourne Accueil, une association qui accueille les francophones qui arrivent à Melbourne et dans laquelle Laure s'est beaucoup investie dans les années de son expatriation. Bonne écoute! On a parlé beaucoup depuis tout à l'heure éducation, système scolaire, les enfants, l'expatriation. Mais toi, il y a une chose dans laquelle tu t'es investie ici pendant ton temps d'expatriation. C'est Melbourne Accueil. En tant que conjoint suiveur, une fois que les enfants, qu'on avait pris notre routine familiale avec les enfants et mon mari, en fait, très vite, moi, je me suis dit comment je profite de l'expérience. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que conjoint suiveur, c'est hyper important de ne pas s'oublier. Et comment on fait pour profiter de l'expérience, qu'elle soit trouver des occupations qui nous intéressent et qui nous nourrissent, et ne pas juste être l'intendante de la maison et des enfants. Et la deuxième chose aussi, c'était comment je vais pouvoir atteindre mes objectifs en langue anglaise. Parce qu'en fait, nos enfants vont à l'école, ils apprennent l'anglais, le conjoint qui travaille est immergé totalement, et vous, en tant que conjoint suiveur, vous restez là, et en fait... dans les limbes. Ouais, voilà, c'est ça, en fait, dans un endroit où comment vous allez vous fixer de pouvoir améliorer votre anglais, le pratiquer tous les jours, etc. Alors bien sûr, quand vous avez la chance d'avoir des amis franco-australiens dont les Australiens ne parlent pas forcément le français, c'est une bonne manière de progresser, mais c'est pas suffisant, en fait. Et donc en fait, j'ai essayé de sortir de mes zones de confort pour pouvoir quand même me rendre utile et être immergée dans des environnements plus anglophones. Donc je travaille dans des écoles où en fait j'aide les enfants à parler français. Mais quelque part ça me fait progresser en anglais parce que quand ils savent pas comment exprimer quelque chose ou quand ils font de la traduction littérale de l'anglais vers le français, je me dis ah c'est comme ça qu'on dirait ça. Donc en fait ça a été... une expérience et de travailler finalement avec les jeunes qui était génial et de pouvoir me sentir utile par rapport à ce que je connaissais évidemment le français et en même temps pouvoir partager le quotidien des élèves australiens, ça m'a quand même aussi conforté dans mon anglais. Et puis l'autre effectivement occupation dans laquelle je me suis investie, c'est la communauté francophone à travers Melbourne Accueil. Donc Melbourne Accueil, en fait, ça fait partie du réseau de la FIAF, c'est-à-dire la Fédération des accueils francophones à l'étranger. Donc il y a à peu près 150 accueils dans le monde, donc quasiment dans toutes les villes où il y a une communauté française qui se structure un petit peu, il y a des accueils. Et depuis quelques années, ces missions sont reconnues d'utilité publique. Ah. Donc on a un vrai rôle dans l'accueil des communautés francophones quand elles arrivent dans une ville qu'elles ne connaissent pas. Donc concrètement, on essaye que les gens nous connaissent alors qu'ils sont encore en France pour pouvoir leur apporter des renseignements et des conseils mais par rapport aux questions qu'ils peuvent avoir, que ça soit les quartiers où vivre, les écoles, les choix... par rapport à une immersion totale ou une immersion mixte dans la mesure où à Melbourne il y a des solutions d'écoles françaises mais il n'y a pas d'école française internationale comme on peut connaître
dans les grosses villes internationales, puisque le lycée français est à Sydney. Donc ça ouvre un champ des possibles où, quand les gens sont encore en France, se questionnent, et donc on profite de notre expérience individuelle et puis de notre expérience aussi qu'on a appris au contact des autres, parce que au sein de l'association, on est 70 familles, pour justement pouvoir essayer de les conseiller le plus objectivement possible, et en fonction des projets et des aspirations qu'ils veulent pour leur famille, puisque c'est le centre de la discussion. Et une fois que les gens sont sur place, l'objectif, c'est de leur créer un réseau. Une des missions principales, finalement, c'est quand même d'être actif pour les conjoints suiveurs, c'est-à-dire qu'ils se sentent vite assez bien. Il y a des cafés rencontres tous les mois, il y a des sorties culturelles tous les mois, il y a des sorties familiales tous les mois. En fonction des talents des membres, on peut avoir des ateliers créatifs, des conférences avec un psychologue sur l'expatriation. Enfin voilà, on a énormément d'activités qui sont proposées pour créer du lien, et puis ce réseau-là va aussi leur permettre de se faire des amis. Ce qui n'est pas forcément facile. Ce qui n'est pas forcément facile, et puis qui permet de sortir les familles de l'isolement, et puis de pouvoir, au-delà des contacts que les gens peuvent se faire à l'école quand ils mettent leurs enfants dans l'école franco-australienne, où là il y a une communauté indépendamment de Melbourne Accueil, mais ça permet aussi de créer un réseau où les gens peuvent... on peut s'échanger des adresses pour... des petits boulots, ou voilà, c'est aussi des questionnements par rapport à comment les gens peuvent être actifs, comment je peux faire pour améliorer mon anglais, enfin voilà. Toutes les questions vraiment qu'on se pose en débarquant dans une nouvelle ville. Voilà, les bons plans pour les médecins, voilà, il y en a qui sont à l'aise avec des médecins anglophones, d'autres qui préfèrent avoir des médecins francophones, enfin voilà. Donc vraiment toutes les on répond aux interrogations pour faciliter l'intégration et la vie quotidienne des familles. Voilà, c'est une mission évidemment bénévole, donc je ne suis absolument pas toute seule à travailler pour Melbourne Accueil. On est 5 ou 6 bénévoles, membres actifs de cette association, pour programmer les activités, trouver des partenaires sponsors, et puis s'assurer de la tenue administrative et comptable de l'association. Et toi, tu connaissais avant d'arriver à Melbourne? Ah, mais pas du tout. Moi, c'est notre première expatriation, donc moi je ne connaissais rien à cet univers. En fait, mais voilà, je suis plutôt quelqu'un de très actif, donc me retrouver dans une situation où j'avais beaucoup de temps pour moi, fallait que je charge mes journées. Et puis par mon métier, j'adore travailler en équipe, et donc j'ai toujours j'ai besoin de voir du monde en fait. La solitude est quelque chose qui me met un peu mal à l'aise, donc... Et qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors moi, en France, pendant 16 ans, j'ai travaillé dans l'immobilier. Ok, oui, donc effectivement. Dans la promotion immobilière, où en fait je dirigeais des projets immobiliers, depuis l'achat du terrain jusqu'à la livraison clé en main au client, en passant par la commercialisation, le montage juridique, le montage architectural et technique avec une équipe d'architectes et d'ingénieurs. Donc en fait, j'ai l'habitude d'avoir un rôle de chef d'orchestre. Et d'être vraiment en communication constante. Et en communication constante avec des gens très différents, en fait, des personnalités, des profils différents, des gens qui parlent pas forcément du coup le même langage, même si tout est en français, parce qu'entre un technicien et un notaire ou un avocat, parfois ça nécessite un peu de traduction. Donc oui, j'ai l'habitude de faire ça, et j'aime bien, même quand j'étais en France en travaillant full time, je faisais du bénévolat pour l'école, donc en fait j'ai toujours besoin de rendre, d'aider la communauté en fait. Et donc la présidente précédente ayant souhaité se concentrer plus sur son activité professionnelle, voilà. Moi, ça faisait peu de temps que j'étais à Melbourne, mais en fait, personne se proposant volontaire. Je me suis dit, c'est trop dommage, parce qu'en fait, encore une fois, juridiquement, sans président, il n'y a pas d'association.
Donc ça fait partie des postes obligatoires à avoir. Donc voilà, donc en fait je me suis jetée à l'eau et en fait c'est pas beaucoup de travail, donc c'est tout à fait faisable, même avec des gens qui sont investis professionnellement. Voilà, il faut avoir envie d'animer une communauté et de faire vivre les talents des uns et des autres. Et voilà. C'est effectivement un rôle assez crucial, hein, parce que j'imagine que ça littéralement sauve la vie ou la santé mentale de pas mal j'imagine surtout des femmes, des conjoints suiveurs en tout cas, qui arrivent et qui se retrouvent... Oui, puis ça permet de découvrir aussi la ville. Tu vois, on a des visites culturelles tous les mois avec des guides en français, donc en fait c'est génial, on découvre les quartiers. Les programmes sont un peu faits sur mesure pour nous, hein, donc c'est quand même une chance. Et puis ça sort, en fait... Comme c'est une association française, il n'y a pas de barrière de la langue, donc immédiatement le contact se crée. Ce qui fait qu'on se réunit, c'est finalement qu'on a tous en commun le fait qu'on débarque dans une ville qu'on ne connaît pas. Et donc peut-être que dans la vie, c'est ça aussi la richesse de l'expatriation, c'est que peut-être que dans la vie en France, on ne se serait jamais rencontrés. Mais là, en fait, on partage un point commun énorme, c'est qu'on se retrouve du jour au lendemain à être projeté dans un pays où on ne connaît personne, et donc ça nous raccroche, et ça permet, même si après les gens quittent l'association, c'est-à-dire qu'au bout d'un an il y a des membres qui vont quitter l'association parce qu'en fait on a fait notre travail, donc ils n'ont plus besoin de nous, ils sont intégrés, ça y est, ils ont leur réseau, ils sont intégrés. Et puis, et ben c'est sûr que ça sauve de l'isolement, je pense. Et puis on partage les mêmes difficultés ou les mêmes avantages, enfin toutes les questions qu'on peut se poser par rapport aux enfants, par rapport à l'expatriation, par rapport au bilinguisme, par rapport Et puis oui, souvent les questions qu'on voit passer sur le groupe Facebook, par exemple, des familles françaises à Melbourne, les médecins, voilà. Où est-ce que je trouve un médecin, où est-ce que je trouve un dentiste, où est-ce que je trouve un avocat. Voilà. Donc en fait, il y a quand même énormément de choses, et la communauté française à Melbourne est particulièrement active, hein. Il y a énormément d'associations. Sacrément grossi en et plus. Sacrément grossi, donc... Enfin voilà, j'avais été contente de profiter de l'association en arrivant, et je trouvais ça dommage que cette association se perpétue pas. Donc voilà, tout naturellement, je me suis proposée. J'espère que quelqu'un se proposera pour prendre ma suite. Oui, alors si tu nous écoutes et que tu es à Melbourne, et il y a très bientôt une place de président qui est disponible. Bon. Et puis, et donc l'association, elle est ouverte à tout le monde. L'association, elle est ouverte à tout le monde. Évidemment qu'on a un public plutôt familial, parce que c'est par défaut la communauté qui se crée. Donc on est plutôt sur une tranche d'âge, on va dire 30-50 ans, avec des enfants. Maintenant, on accueille tout le monde, et puis surtout, on essaye aussi d'accueillir, et on en a des familles binationales et qui vivent en fait à Melbourne et qui ne sont pas ici que de passage. Et ça, c'est intéressant parce que pour l'association, ça permet d'assurer plus facilement une perpétuité, parce que du coup, les gens sont installés. Et ça offre finalement aux familles binationales, parfois... qui se sont installés en Australie et donc qui ont eu une envie de s'intégrer dans l'environnement australien, donc qui ont plutôt, sans avoir eu un rejet de la France, mais en tous les cas, l'ont peut-être mis un petit peu de côté pendant des années. Puis les enfants grandissant, ils se disent « Ah, ça peut être super quand même d'avoir des activités où les enfants peuvent, enfin, tout simplement aller se balader avec des familles francophones, et donc en fait, les enfants vont entendre le français. » Donc on a aussi ce type de familles qu'on essaye de fédérer, avec la difficulté que la culture française étant assez éloignée de la culture australienne, c'est parfois compliqué pour le conjoint australien de se sentir à l'aise dans cette communauté, parce que très vite en fait, quand on est qu'entre français, en fait on se met à parler français en fait. Et je sais pas si c'est pareil dans les autres communautés, mais c'est clair que c'est la tendance de la communauté française, et donc alors qu'en fait il faudrait qu'on parle anglais
entre nous, dès qu'il y a une personne qui est plutôt anglophone, mais ça reste quand même une difficulté culturelle en fait. Je pense qu'on ne se sent pas toujours très à l'aise en langue et donc principalement les gens rebasculent très très vite sur le français. C'est certain, et je pense que dans beaucoup de communautés malgré tout, mais on se sent bizarre à se parler en anglais alors qu'on est deux francophones. Oui, après, s'il y a un anglophone à côté, en fait, même si on est deux francophones et un anglophone, en fait, il faut faire l'effort. Switcher. C'est pas poli, non, clairement. Mais... Donc voilà, on essaye de jongler sur ces deux... et d'enrichir la communauté sur les familles d'expats, mais aussi les familles qui sont ici depuis plus longtemps. Et j'imagine qu'en même temps, c'est un peu comme quand j'avais interviewé le groupe de jeux francophone de Blackburn. Les gens viennent aussi peut-être chercher justement la langue française et le fait que ce soit uniquement en français pour que les enfants soient exposés au français oui, tout à fait. Et pas le choix que d'être forcé de parler en français aussi. Non, bien évidemment, c'est ce que recherchent les gens. Après, je veux dire, en tant qu'adulte, quand on fait des événements entre nous... on peut mixer le français et l'anglais, si on a un parent plus anglophone. Mais ceci dit, il y a des Australiens qui parlent très bien français, donc c'est aussi pour eux l'occasion de pratiquer. Donc voilà, c'est des associations qui sont nécessaires. Et on a même des gens qui sont installés depuis très très longtemps, leurs enfants sont grands, mais du coup... alors c'est plutôt des femmes, mais pour elles c'est un moyen en fait d'être en contact avec leur langue et du coup on les voit aux sorties culturelles, elles redécouvrent Melbourne, ça c'est hyper sympa. La petite poche francophone dans la vie des gens. Voilà, c'est ça. Quand on crée des liens avec des gens d'un groupe. Et la cotisation est vraiment raisonnable, c'est extrêmement peu cher pour une année, donc en fait les gens peuvent participer à ce qu'ils veulent. Je veux dire, on a des gens qui cotisent et qui sont là qu'une ou deux fois par an parce qu'ils choisissent leur moment, mais c'est pour eux un petit moment de France, quoi. En fait, ils sont contents. Et merci à toi et à tous les autres volontaires qui rendent ce service d'utilité publique dans la bonne humeur à Melbourne et partout ailleurs dans le monde, parce que finalement tu disais 150 associations quand même. Oui, c'est énorme, hein. Ça regroupe je ne sais pas combien de centaines de mille de personnes. Il y a des accueils en fait partout. Nous on a un tout petit accueil, hein. L'accueil à Sydney est bien plus gros. Il y a des accueils qui sont vraiment... Il y a même des accueils en France. Il y a un accueil à Paris, il y a un accueil à Bordeaux, il y a des accueils en France. C'est pour réaccueillir les anciens expatriés. Je pense, pour réaccueillir les anciens expatriés ou pour tout simplement, peut-être à l'inverse, s'il y a un couple franco-australien qui arrive en France. Ah oui. Et que le conjoint suiveur a besoin de s'intégrer un petit peu dans la ville, etc., se constituer un réseau, c'est un bon moyen aussi. Effectivement, ouais. Donc voilà, et puis parfois arriver dans une ville, c'est pas évident, chacun est dans sa routine, les gens ne nous ont pas attendus pour avoir des amis, etc. Donc en fait, ça peut être un très bon moyen de créer des connexions avec des gens près de chez nous. Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, on le sent, même si jamais on habite, à Lille et qu'on déménage à Toulouse, c'est ça, c'est la même chose. En fait, ça peut être des mines d'or d'informations, en fait. J'ai une dernière petite question pour toi. Quel conseil est-ce que tu donnerais à une famille qui commence son parcours d'expatriation ? Vaste question. Non, en fait, je pense que le conseil que je donnerais, c'est de ne pas écouter tout ce que les gens peuvent leur dire, qui n'ont pas vécu d'expatriation, de laisser d'essayer de mettre de côté les préjugés ou les prérequis ou les a priori qu'ils ont pu entendre des uns et des autres, et de vraiment se poser la question, quel est l'objectif, quel est le projet familial pour cette expatriation ? Pour chacun. C'est-à-dire que ça soit la personne qui fait déménager la famille, donc généralement il a un travail, mais que ça soit pour le conjoint suiveur et pour les enfants. Et d'en discuter en fait en famille, selon l'âge des enfants, mais quand on a des adolescents, c'est important de les associer
au projet et même plus jeunes, mais voilà, vraiment de réfléchir comment on veut vivre cette expatriation, que ça soit en termes d'immersion, que ça soit en termes de où est-ce qu'on a envie d'habiter, donc essayer de se renseigner sur les quartiers où on pourrait habiter. A fortiori à Melbourne où la communauté française est extrêmement éclatée, oui. Et où finalement les écoles bilingues françaises sont quand même se comptent sur les doigts d'une main. Donc en fait on n'est pas comme dans des grandes villes où il y a un lycée français international de la maternelle à la terminale et où s'il y a une place on se pose pas de questions. C'est vraiment fondamental de se poser la question, c'est quoi le projet en termes d'immersion, en termes d'exposition à la langue, en termes de vie. Est-ce que Melbourne a la chance d'être à proximité de la mer, donc est-ce que vous voulez vivre près de la mer, est-ce que ça vous dérange pas, ou est-ce que vous voulez vivre plus proche de la city, ou est-ce que vous voulez vivre un peu plus dans la campagne, ou un peu plus loin, à 20 minutes en voiture, mais c'est pas la campagne, mais voilà, dans des suburbs où vous allez prendre votre voiture pour aller à la mer. Voilà, et puis il faut avoir conscience que Melbourne, c'est un peu une ville à l'américaine, c'est-à-dire que c'est extrêmement étalé, donc on n'a pas du tout les mêmes réflexes que quand on habite dans une ville en France où en fait à 3 minutes à pied, on a un boucher, un poissonnier, un boulanger et un supermarché. Ici, c'est absolument pas le cas. Donc voilà, c'est préparer ce projet d'expatriation pour savoir dans quel type de quartier vous voulez vivre, quel projet d'immersion et de bilinguisme pour vos enfants, en ayant conscience que en fait ça va prendre du temps, il faut laisser tout le monde s'installer et il faut laisser les enfants le temps qu'il leur faut pour s'immerger, pour apprendre. Il y a quand même 3 phases, hein. D'abord ils vont comprendre, après ils vont l'écrire et finalement à la fin, qui est la seule chose qu'on voit, ils vont le parler, mais ça peut mettre plusieurs mois en fait. Donc il faut être patient en fait. L'échelle de temps est quelque chose qui est assez différente de ce que des adages qu'on peut nous dire c'est génial, en 3 mois il sera bilingue. Non, ça c'est absolument faux. Donc voilà, et puis faut se laisser la place pour la surprise. La place et le temps pour la surprise peut-être. C'est ça, ouais, pour la surprise et puis pour avancer. C'est un peu comme un enfant qui fait ses premiers pas en fait. Faut se laisser porter, faut observer, faut voir comment les choses avancent, comment dans la famille ça s'organise, et puis en fonction réajuster les projets, etc. Et puis comme c'est quand même un saut dans l'inconnu, je pense qu'il faut se faire confiance en fait. En tous les cas en tant que parent, je pense qu'il faut vraiment se faire confiance. Enfin, le rôle de parent, c'est bien d'apprendre en avançant, donc on ne sait pas à l'avance ce qu'on va trouver, comment les enfants vont le vivre, comment nous-mêmes personnellement on va le vivre. Il n'y a pas de mode d'emploi. Il n'y a pas de mode d'emploi, donc il faut juste se faire confiance, se dire que si on a bien questionné en famille le projet, on prend des décisions à un instant T, et peut-être que 6 mois après on se dit faudrait peut-être changer un peu, et on change un peu, c'est pas grave, la route elle est pas toute droite, mais voilà, faut savoir se faire confiance et accepter que le chemin n'est pas une ligne droite et que on va prendre des chemins de traverse et peut-être se réorienter un petit peu, mais ça fait partie du processus et de la vie en expatriation. Des paroles très très sages, moi je résonne complètement avec ça et je pense qu'on peut peut-être se quitter sur ces mots parce que... Merci à toi Sophie de m'avoir reçue. Mais je t'en prie, un véritable plaisir, ça faisait un moment que je voulais t'avoir au micro, donc merci d'être venue avant de me quitter définitivement. On aura réussi à le faire, c'est le principal. Ouais. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien entendu, tu peux retrouver toutes les coordonnées pour Melbourne Accueil dans les notes de l'épisode. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle interview. Je te dis à dans 15 jours.